Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, voire national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Et c'est reparti pour le sommaire de ce nouveau mag, direction la Bourgogne. Aujourd'hui, plus précisément la ville de Dijon. On pourrait parler bien sûr de gastronomie, du bon vin, mais premier, on va se concentrer sur le projet éducatif de la ville. Né, c'est une première pour la ville, d'une concertation citoyenne. On voit ça dans un instant. Citoyenneté, écologie, mais aussi numérique, des axes forts assurément pour Génération Dijon, c'est le nom du projet, du plan qui a pour ambition de fédérer tous les acteurs de l'éducation, à commencer par les premiers éducateurs. Il s'agit, vous l'aurez compris bien évidemment, des parents. Alix, dans une dizaine de minutes, ta loupe qui est consacrée à... Eh bien, je vous parle de la première édition de la COP de la région Bourgogne-Franche-Comté et de l'engagement des lycéens. Ça parle écologie dans 10 minutes, l'expression orale. Franck Le Hainaut, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de School TV Le Mag, adjoint au maire de Dijon, délégué à l'éducation, mais aussi à la restauration scolaire, bio et locale. C'est bien de préciser les deux, on en parlera dans un instant. Contrairement à l'imaginaire collectif, j'ai quand même le sentiment que Dijon est une ville jeune. Est-ce que c'est vrai ? Oui, Dijon est une ville jeune. Un tiers de sa population, alors Dijon, 160 000 habitants et 55 000 de jeunes de 0 à 25 ans. Vous avez le sentiment, quand vous vous déplacez, justement, qu'on a toujours cette image, peut-être, que Dijon, je ne dis pas qu'elle n'est pas dynamique, mais qu'il n'y a pas autant de jeunes que ça, effectivement. 0,25, ça fait quoi ? 29-30% de la population, c'est énorme. Tout à fait. Donc un attrait de la ville de Dijon par les étudiants qui viennent aujourd'hui sur Dijon s'installer en raison du confort de vie qu'il existe aussi. Les familles dijonnaises qui restent. Ouais. Donc quand on cumule ces quelques éléments, nous arrivons effectivement à une population jeune. Et j'imagine que vous avez dû attirer aussi pas mal de monde avec la crise du Covid, avec pas mal de gens qui se sont dit tiens, on va peut-être quitter la capitale ou des grandes villes pour aller dans une autre grande ville, mais avec effectivement des installations assez incroyables, qui est la ville de Dijon. Génération Dijon, c'est vrai que ça sonne un petit peu parti politique. C'est en fait le nom de votre politique éducative. En quoi elle est novatrice ? La nouveauté, Dijon a eu pour habitude de déjà construire sa politique éducative. C'est-à-dire pas une succession d'actions depuis 2001, avec des consultations régulières des partenaires. Donc le premier en 2003, le deuxième en 2012, et aujourd'hui une première nationale, à savoir que tous les habitantes et les habitants ont été associés à cette refonte, et puis à l'adaptation des nouvelles politiques éducatives. C'était plus long, mais c'était nécessaire, avec des remarques constructives, des propositions intéressantes ? Oui, aujourd'hui les citoyens ont besoin d'être associés au projet. Ça, c'est fondamental. L'intelligence collective fait que ça apporte aussi des idées nouvelles. Ouais. Voilà. Et donc, l'éducation, on dit en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Eh bien, allons-y. Aujourd'hui, associons tout le monde pour pouvoir proposer une éducation de qualité aux jeunes. Le but de Génération Dijon, c'est assurément de fédérer tous les acteurs de l'éducation. On commence par où ? Alors, j'ai envie de dire c'est une complémentarité. Alors, nous avons bien sûr le temps scolaire, donc là qui relève de l'éducation nationale, mais tous les temps associés, les temps périscolaires, extrascolaires, les acteurs culturels, sportifs, et Dijon notamment appartient au réseau français des villes éducatrices qui se revendique comme étant un partenaire de l'éducation au sens large. Et le fait d'associer les habitants au projet, c'est passé par quel type d'action concrètement ? Alors, 6 mois de consultation déjà des habitants. Donc, nous avons eu des temps de travail avec les habitants. Alors, comment s'est passé les supports d'information, d'affichage, les SMS, les réseaux sociaux, pour irriguer un maximum l'ensemble de la communication, qui nous a amené à avoir après des ateliers différenciés à destination des habitants. Ça, c'est cette partie-là. Une autre partie des Agora Jeunes, donc pareil sur le même principe, à savoir que on avait à peu près 180 jeunes qui sont venus nous faire des propositions, qui viennent, qui sont Qui ont été sélectionnés comment ? Juste par leur souhait d'être présents. Voilà, pas de sélection.
Pas de sélection. Une autre partie sur la participation citoyenne par quartier aussi, où ils ont participé, donc les habitants ont participé dans leur quartier donc à élaborer Génération Dijon, et puis les enfants du conseil municipal d'enfants aussi. Et une autre partie, là je vous parle de rencontres physiques, mais une partie aussi numérique, bien sûr, une plateforme pour recueillir les propositions pour celles et ceux qui n'étaient pas disponibles. Quels sont les axes forts justement de ce plan ambitieux? J'ai quand même le sentiment de quelle Génération Dijon? 4 axes. Donc, le premier, une génération actrice et citoyenne. Je crois que j'ai pas besoin de le développer, je viens de le faire ici. Ouais. Deuxième axe, inclusive et solidaire. Un troisième axe, une génération de la transition écologique. Et un quatrième axe qui est axé sur la génération de l'ère numérique. Quel est j'ai compris, et j'imagine que ce sont 4 piliers ô combien importants, mais est-ce qu'il y en a un sur lequel vous souhaitez mettre un peu plus l'accent aujourd'hui dans la ville de Dijon? Celui de la transition écologique, alors avec une action concrète. J'ai évoqué la participation, transition écologique, comme d'autres villes. Nous sommes actuellement en plein travail, en pleine réflexion et aussi en concrétisation dans la désimperméabilisation des cours d'école, qui permet, d'avoir une participation des enfants, c'est-à-dire que nous avons différents ateliers où les enfants donnent quelques exemples de leur cours idéal, quel est leur point fort, leur point faible, etc. C'est travailler avec les enseignants, les équipes périscolaires, et notamment avec des espaces différents qui aujourd'hui amènent un rapport filles-garçons différent dans la cour de l'école. Voilà. Un exemple de participation, et puis ça permet bien sûr aux enfants de renouer contact avec la nature. On parle de quel budget? Parce qu'on sait que c'est assez énorme, effectivement, et c'est peut-être même de plus en plus cher pour recréer des classes, recréer des écoles, voire les rénover. C'est quel budget au total que vous allez dégager pour ce plan Génération Dijon pour la rénovation du bâti? Sur la rénovation du bâti, c'est 75 millions d'euros jusqu'en 2030. C'est un budget qui a été multiplié par 5 depuis 2021. D'accord. Voilà. Quel est l'accès à Dijon pour une alimentation saine, mais aussi durable? C'est un territoire comme celui de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, le premier élément, nous avons une cuisine centrale en régie, ce qui nous laisse la liberté d'action dans la confection des repas et notamment dans le passage au menu sans viande, 2 fois par semaine. Un autre axe que nous avons inauguré au mois de mai 2023, c'est une légumerie. La légumerie nous permet de pouvoir travailler avec les maraîchers locaux, c'est-à-dire qu'ils approvisionnent la légumerie, puis transformation par la cuisine centrale, puis livraison. Donc c'est un vrai levier pour le territoire et notamment au niveau de la crise agricole qu'aujourd'hui l'Europe traverse, enfin pas que la France. Ça nous permet aussi de proposer une rémunération juste aux producteurs. Je vous donne un exemple, la moyenne aujourd'hui au kilo, si on est sur des légumes, on est à 2,70 € le kilo rémunéré aux producteurs. Est-ce que vous arrivez à maintenir des tarifs attractifs concernant justement cette restauration scolaire et ce repas, cette pause méridienne, on sait qu'il est ô combien importante? Oui, fondamental, vous l'avez dit. Pas pour certains enfants, c'est le seul repas équilibré par jour. Donc comment fait-on? Alors premièrement, le repas le moins cher pour les familles les plus modestes, c'est 56 centimes, et pour les familles les plus aisées, c'est 7,30 €. Cependant, le prix total du repas est à aujourd'hui 13 €. C'est-à-dire que même pour les familles les plus aisées, la ville de Dijon prend 50%. Comment fait-on pour arriver à ce tarif-là et avoir une restauration de qualité bio et locale? Nous avons travaillé sur un grand plan autour du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'en 4 ans, nous avons réduit de 54% le gaspillage alimentaire. Voilà. Donc en réduisant les quantités vis-à-vis du gaspillage alimentaire, nous pouvons réinjecter ces économies-là dans des produits bio et locaux. Et ça passe aussi par la sensibilisation auprès des jeunes aux bonnes pratiques? Oui. Alors, ça, c'est un volet sensibilisation. Et puis, une autre partie, celle-ci, où on travaille avec des scientifiques, l'INRAE à Dijon, qui travaillent sur différents axes de recherche. Nous avons des bornes de satisfaction dans les repas dans les restaurants scolaires. Donc, les enfants évaluent le plat principal. Ce qui nous permet... Chaque enfant, en sortant de la cantine? Tout à fait.
des smileys, comme on retrouve dans le secteur commercial. Et puis, ça nous permet d'avoir des données pour les cuisiniers et d'ajuster leurs recettes. Comme je dis, c'est pas une cuisine aujourd'hui d'assemblage, mais vraiment un travail qui est mené en cuisine centrale de préparation de repas. Donc, ça permet aussi aux cuisiniers de pouvoir adapter leur repas. On a un exemple concret de réajustement, par exemple, des élèves globalement insatisfaits. Comment on réajuste après ? Oui. Alors, premier élément, le chou qui n'était pas très apprécié par les enfants. Donc, travail avec l'INRAE. Donc, on avait effectivement sur les bandes de satisfaction un avis plutôt négatif des enfants. Et en travaillant avec les équipes de périscolaire autour du chou. Alors, quand je dis travailler, c'est la chasse au trésor, par exemple, du chou. C'est pouvoir travailler sur la sensibilité. Ça permet aux enfants de moins appréhender cet aliment-là. Et donc, en modifiant justement la recette du chou avec différentes associations de sauces, etc., peuvent donc rebouger cette recette. Et donc, les enfants, aujourd'hui, apprécient le chou. Voilà. Quel est l'impact de la semaine du goût ? C'est vrai qu'on a fait une émission effectivement sur cette semaine du goût qui, j'ai quand même le sentiment, est très ludique et très importante. Je pense que parfois on sous-estime l'impact de cette semaine avec des enfants qui ont l'occasion de découvrir l'alimentation, la nourriture, les aliments différemment et parfois même avec l'aide d'un chef. Donc oui, c'est notamment dans le cas de la semaine du goût, nous avons des chefs étoilés qui viennent en cuisine centrale. Il y en a un petit peu à Dijon, c'est bien. Voilà, tout à fait, avec la Cité internationale de la gastronomie, notamment. Ouais. Nous avions un chef grec au mois de novembre, de mémoire. Donc, comment c'est travaillé ? Bien sûr, cuisine centrale sur la préparation des repas, puis avec les équipes aussi périscolaires, donc nos animatrices et animateurs, qui s'emparent du sujet de l'alimentation. Et je vous le donne aussi là, mais on va aller encore un peu plus loin aujourd'hui dans un travail de formation à l'alimentation pour l'ensemble des animatrices et animateurs. Toujours sur ce volet transition climatique, écologique, quelle est la place de la mobilité active ? Est-ce qu'on fait à Dijon une place pour cette mobilité active dès le plus jeune âge ? Oui. Alors, pareil. L'idée, c'est de pas qu'on ait des actions qui soient verticales, c'est-à-dire qui viennent de l'élu et qui s'appliquent aux équipes qui sont en place et aux enfants et aux familles, mais vraiment de partir des expériences et nous accompagnons les familles vous l'avez dit, sur la mobilité active, dans des opérations tous à vélo, et donc on sécurise l'espace, pour commencer effectivement à avoir des pratiques différentes du véhicule. Plus généralement, comment on implique les parents dans leur rôle d'éducateurs ? Parce que ce sont, on le rappelle, les premiers éducateurs, effectivement, les parents. Mais c'est pas toujours facile de les mettre dans la boucle. Je voyais tout à l'heure sur le titre, vous évoquiez responsabiliser les parents. Ouais. Alors je me disais, moi dans un premier temps, je ne parle pas de les responsabiliser, mais de les associer. D'accord. Parce qu'on s'aperçoit que, d'une manière générale, J'ai été trop dur. Non, pas trop dur. Non, on l'entend, je pense, les violences urbaines de fin juin et puis début juillet. On a entendu que font les parents. Et quand on regarde à plein d'endroits, les parents ne sont jamais invités dans différentes réunions, dans leur expliquer comment les choses passent. Donc, comme on fait à Dijon, nous les rencontrons à partir de l'ensemble des actions et notamment le plan ambition éducative, de leur présenter les travaux. Puis des étapes intermédiaires et surtout au-delà de la présentation, mais de recueillir leur avis. Et ça, je peux vous dire que ça fonctionne. Et dans les quartiers politiques de la ville, malgré ce que l'on peut croire. Et on recueille leur avis et ensuite on les associe justement aux différentes actions que vous implémentez ? Bien sûr, oui. Toujours. C'est-à-dire qu'il y a un début, de présentation, un travail conjoint, des étapes intermédiaires, et puis, bien sûr, on conclut ensemble. Et donc, ce qui fait que, c'est un exemple, mais sur le volet éducatif, on l'a bien vu, les parents, au moment de la consultation à Génération Dijon, les parents étaient demandeurs d'être beaucoup plus associés. Ça se travaille sur les temps aussi de rencontres de périscolaires. Voilà, on a un périscolaire assez large d'ouverture, et ce qui permet d'avoir un lien avec les familles. Alex. L'un des axes principaux de votre politique éducative repose sur le fait de mobiliser les enfants et les jeunes pour la diversité et l'égalité. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir ces valeurs et lutter contre les inégalités sociales ? Par quel type d'action concrète ? Sur les inégalités sociales, on a évoqué là tout à l'heure autour du taux d'effort pour la restauration scolaire. Ça, c'est un premier volet autour des inégalités sociales. Le deuxième, le programme de réussite éducative qui permet aux enfants qui peuvent être en difficulté de pouvoir accéder à une multitude d'activités. Donc aujourd'hui, ce programme il est déployé sur l'intégralité de la ville de Dijon. Le PRE,
donc, enfin, voilà, on l'appelle PRE. Lui, il est déployé sur l'ensemble de la ville de Dijon. C'est un travailleur social, des parents qui sont demandeurs d'aide, ou alors des difficultés ou une problématique repérée par des intervenants, une rencontre avec le travailleur social du programme de réussite éducative, et un accès et des leviers pour pouvoir en tout cas répondre à la problématique de l'enfant, quelle qu'elle soit. Un exemple, vraiment, je trouve qu'assez emblématique, on sait bien qu'aujourd'hui les structures médico-sociales, notamment l'accès au soutien psychique pour les enfants, psychologique, aujourd'hui sont saturées. Ça, c'est partout. Nous finançons, avec des psychologues en libéral, des séances d'accompagnement thérapeutique pour les enfants. Voilà, c'est un exemple pour illustrer. On va reparler d'un des axes forts, effectivement, de votre plan Génération Dijon à travers la loupe d'Alix, qui nous parle de la COP. Gros plan aujourd'hui, Alix, sur des lycéens dijonnais très très investis dans cette COP de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et oui, c'est une première pour la région qui a lancé cet événement le 13 décembre dernier à travers des discussions entre différents acteurs tels que les collectivités territoriales, les entreprises et les associations. L'objectif est clair, il s'agit d'ici à 2024 de décliner localement la planification écologique voulue par Emmanuel Macron pour répondre aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de préservation de la biodiversité à horizon 2030. Et effectivement, parmi les participants, les jeunes n'étaient pas en reste. Il y avait notamment Paul Criot, élève de première au lycée Charles de Gaulle à Dijon et élu au conseil académique de la vie lycéenne. Ça a été pour nous une occasion de défendre les valeurs des différents étudiants de la région, notamment sur notre préoccupation au changement climatique qui s'opère partout dans le monde, et surtout alerter lors de notre prise de parole de l'inquiétude et savoir tout ce qui allait être mis en place afin de changer le monde dans les futures années pour qu'on ait un monde meilleur et plus écologique et avec un objectif de développement durable concret. Pour rappel, la CALV, c'est l'organe de représentation des lycéens à un niveau académique. Elle est composée de 40 membres en moyenne, dont la moitié sont des lycéens, élus pour une période de 2 ans. Selon vous, du concret devrait jaillir de cette COP ou bien il faut s'attendre à des échanges sans aboutissement ? Du côté de la ville de Dijon, donc, nous avons des Agora Jeunes, c'est-à-dire une rencontre avec des jeunes, pareil, qui s'inscrivent. Ils ne sont pas sélectionnés, ils s'inscrivent sur une thématique et en fonction de leurs propositions, nous revenons vers eux pour évoquer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Voilà, je pense à la gratuité des transports, notamment le week-end et sur les vacances pour les moins de 25 ans. Voilà, c'est un exemple dans leurs propositions et on revient vers eux pour effectivement regarder si c'est possible ou pas. Franck Lehenhoff, est-ce qu'on est trop dur avec cette jeunesse ? Comment vous la trouvez, votre jeunesse, à Dijon ? C'est pas une question piège. Ah non. La jeunesse, on peut leur faire confiance, j'ai envie de dire, premier élément. Et c'est une jeunesse qui est engagée. Malgré ce que l'on peut en croire, ou on peut l'entendre, non, les jeunes ne s'engagent plus. Si, ils s'engagent. Ouais. Ils s'engagent beaucoup. Sur leur smartphone, en mode solo. Exactement. Notamment, quand on leur propose, comme on disait, sur les Agora Jeunes, on vous dit entre 100 et 180 jeunes, ils ont des choses à nous dire. Ils sont intéressés par ce qui se passe. Voilà. Donc, oui, ils sont engagés. Ça, c'est le premier élément. Et puis, ils peuvent tout à fait comprendre les enjeux du jour. Alors là, sur des moins de 25 ans, mais même sur des plus jeunes. Je pense à la délégation que j'occupe, qui est plutôt les 3-11 ans. Aujourd'hui, la notion du changement climatique, elle est en lien avec la restauration, notamment scolaire, elle est très claire pour des enfants de 8-9 ans. Et ces Agora Jeunes, ça donne lieu à des débats parfois un peu enflammés, un peu soutenus, pas du tout ? Pas du tout. Non, c'est vraiment un moment d'échange. Voilà, de lien entre les élus de la ville de Dijon et les jeunes. Pourquoi la municipalité de Dijon a souhaité bâtir ce plan, encore une fois, ambitieux, ce plan d'envergure, pour les 0 à 25 ans, jusqu'à 25 ans On a des politiques publiques qui, notamment sur la jeunesse, sont quand même très sectorisées. Vous avez les 0-3, puis les 3-11, et puis les 12-18, et puis 18-25. L'idée, c'était vraiment d'avoir plutôt, aujourd'hui, un jeune, il se construit, c'est un parcours, en fait. Voilà, donc ça c'est le premier élément, j'ai envie de dire fondamental. Donc ça c'est sur cet aspect. Et puis le deuxième, d'avoir des politiques qui soient transversales. Quel est l'aspect le plus important pour les 18-25 justement ?
Alors, le plan jeunesse, il s'est redécliné. La génération Dijon, il est en train de se décliner avec eux de manière très concrète. Alors, l'idée, c'est comme déjà de soutenir les actions qui sont déjà existantes. Voilà. Ça, c'est le premier élément. D'avoir des espaces de participation beaucoup plus importantes avec les jeunes. J'ai évoqué les Agora Jeunes, mais sur d'autres instances, parce que les jeunes ne sont pas tous non plus, j'ai envie de vous dire, dans un cursus d'études. On a aussi une autre partie de la jeunesse qu'il faut pouvoir aller chercher. Donc ça se travaille par exemple avec le Centre communal d'action sociale. C'est un exemple. Ou à travers la prévention aussi. La prévention de rue, pardonnez-moi. Alix. En quoi l'offre dijonnaise se distingue-t-elle en termes d'éducation artistique et culturelle ? Nous avons la chance d'avoir de nombreux bâtiments culturels sur Dijon. Les musées, par exemple, les musées dijonnais qui sont gratuits. Ça, c'est le premier axe. Donc, on n'a pas de frein pour les familles à se dire « je vais au musée ». On peut y retourner plusieurs fois, avec notamment des plus petits. Et puis, tout un travail qui est mené avec les interventions éducatives sur le temps scolaire. Je vais citer cet exemple où les enseignants ont, comment je le dirais, je vous dirais un catalogue, c'est pour expliciter, mais c'est pas, c'est un catalogue, d'interventions qu'on leur propose avec des intervenants, des médiateurs culturels, et puis eux peuvent travailler leur séquence pédagogique. Parce que vous avez le label 100% éducation Tout à fait. culturelle. Ça permet quelque chose en particulier ? Ça permet d'avoir un travail plus rapproché avec avec la DRAC, notamment la Direction régionale de l'action culturelle et de l'éducation nationale. Voilà, nous n'avons pas de moyens, guerre de moyens supplémentaires à cet endroit-là. Quelle est l'importance de votre offre culturelle et quels moyens vous mettez dans la culture, mais aussi peut-être dans toutes les activités et pour aider les associations sportives, parce qu'on sait que culture et sport, ce sont deux piliers importants justement pour la construction, je vais dire des citoyens de demain, mais même des citoyens d'aujourd'hui, parce qu'ils sont jeunes, mais comme vous l'avez dit, ils ont des idées, et ils ont des propositions à faire, et ils sont déjà acteurs de notre société. Bien sûr. Donc, ce qui est mis en quoi c'est un levier, vous l'avez dit, c'est les deux, entre culture et sport, sont indissociables. Ça, c'est, moi, je le partage pleinement. Donc, tout ce travail-là, il est mené, j'ai envie de dire, conjointement avec les acteurs de terrain. Génération Dijon, la gouvernance est en train d'être établie aujourd'hui. C'est de pouvoir les associer, justement, tous ces acteurs-là, dans cette gouvernance. Alors, qu'est-ce que ça permet ? Ça nous permet aussi... Y compris les parents ? Ah oui. Ah oui. Ça, c'est une nouveauté, du coup. Ah oui. Les parents, oui. Ça va peut-être changer un petit peu la donne, d'ailleurs. Voilà, bien sûr, bien sûr. C'est le volet des cités éducatives où on a souhaité que les parents soient associés. Ça, c'est pour des dispositifs spécifiques sur les quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, on a sur d'autres actions, on a associé les parents dans des phases tests aussi. Tout à fait. Donc, ce qui nous permet, pourquoi d'être toujours en lien ? Parce que la société avance très vite aujourd'hui. Quel que soit l'aspect technologique et autres dans les liens aussi. Donc, ça nous permet d'ajuster notre politique aussi aujourd'hui dijonnaise. Vous êtes notamment responsable des 3-11 ans, c'est que vous êtes concentré effectivement sur les petits bouts de chou. Enfin, 11 ans, on n'est plus un petit bout de chou, mais vous m'avez compris. Comment souhaitez-vous faire évoluer votre offre justement pour les tout petits, de la petite enfance aux plus grands, les primaires ? L'idée, c'est de pouvoir avoir des passerelles. Des passerelles sur les 0-3 ans. Enfin, 0-3 ans, plutôt les 2-3 ans, 2-4 ans. Donc, comment ça se travaille ? Ça se travaille avec les écoles publiques dijonnaises. Donc, le lien avec les familles aussi, qui ont leurs enfants scolarisés en crèche. C'est aussi des projets qui sont menés parfois conjointement aussi entre les écoles maternelles que l'on soutient. L'exemple de fresques, de choses comme ça sur une crèche. Donc là, on associe aussi les familles et puis l'école. Donc ça, ces transitions-là, elles sont fondamentales. Sur les 11 ans aussi, avec le passage au collège, d'avoir des transitions. Donc ça, c'est travailler en lien sur différents projets scolaires et puis collégiens donc, que l'on soutient, offre. Et on arrive à voir justement si on peut avoir des résultats pour faciliter ces transitions qui, on sait, sont pas faciles, qu'on passe de l'école au collège et du collège au lycée. Je vais vous citer un exemple sur une école de Dijon. La ville de Dijon finance pour 25 000 € un projet artistique en lien avec le conservatoire. Donc ça, c'est uniquement sur le temps scolaire. Et puis donc, les CM2, on l'a lancé il y a 2 ans. On a eu la chance d'avoir des enfants qui étaient quasi en décrochage scolaire et par ce biais-là, ont pu, en tout cas, réintégrer l'école. Et dans l'effet direct, le collège, l'année d'après, avait une section chorale et une section théâtre, je crois, qui était en sommeil.
les anciens CM2 ont demandé, grâce effectivement au projet que l'on soutient, ont demandé la réouverture de ce moment-là au collège, donc réouverture sur la partie artistique. Voilà, c'est un exemple, voilà, et garçon-fille, je précise. Quelle est la place de l'outil numérique et est-ce que vous avez un certain recul sur l'utilisation que vous faites à Dijon de l'outil numérique ? Il y a une appropriation qui est bien avancée à Dijon, donc c'est un travail mené avec l'éducation nationale, bien sûr, et puis la ville de Dijon. Mais les profs sont demandeurs aujourd'hui ou certains sont encore réticents et voient ça un peu comme un ennemi ou plutôt un complément intéressant ? C'est un complément intéressant. Et pour être très pragmatique avec vous, nous avons déployé des dalles numériques sur les écoles de Dijon. Alors, dalles numériques, une par classe sur les quartiers politiques de la ville, puis un déploiement sur 3 ans pour chaque classe en élémentaire. Effectivement, il y avait au début des réticences, mais le travail conjoint avec notamment leur conseiller numérique éducation nationale fait qu'aujourd'hui, nous avons eu des demandes importantes pour un déploiement de dalles numériques, et notamment en maternelle. C'est l'exemple tout à l'heure que j'évoquais quand on est en lien avec les personnes de terrain. En maternelle, c'était pas pour nous aujourd'hui envisageable de déployer des dalles numériques. Mais ce travail dès la maternelle ? Dès la maternelle. Mais ça passe par quoi ? Alors, ils ont des supports pédagogiques vraiment intéressants, les enseignants, sur des courtes séquences, pour pas que les enfants soient devant les écrans, parce que ces écrans sont interactifs. Donc voilà, ils ont cette possibilité-là de pouvoir déployer différents outils. Et on a une demande qui est assez importante sur la maternelle. De la part des parents aussi ? Alors sur les parents, aujourd'hui, vu que là, l'outil est approprié par les enseignants, il y a un temps d'explication auprès des familles. Oui. Ce qui fait qu'on n'a pas une réticence particulière, vraiment pas. Et on peut développer, d'après vous, l'esprit critique avec justement ces outils numériques ? Tout à fait. Alors là, on va être pas sur les petits... Vous avez 2 heures. Voilà. Voilà la question. Oui. Alors, pas sur les tout petits, bien qu'à mon avis, il y a des éléments, mais là, j'irai pas sur le temps pédagogique. Mais par contre, d'aller sur un volet plutôt fin d'élémentaire, début du collège, parce qu'on équipe les collèges dans le cadre des cités éducatives, par exemple. Ces outils leur permettent plutôt de proposer des supports très, très concrets, et puis donc de pouvoir les confronter avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur certains types de réseaux sociaux. Voilà. Je vous citerai un exemple, parce qu'aujourd'hui, on a en tout cas l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait par le Collège Rameau sur la création d'un documentaire. Voilà, avec une partie notamment autour des médias, d'interviews, et c'est un documentaire extraordinaire que je vous invite vraiment à consulter. Les différents médias nationaux l'ont repris depuis Où est-ce qu'on peut le voir ? plusieurs jours. Alors pour l'instant, il va être diffusé en ligne. Il y a eu la présentation la semaine dernière, et dès la panthéonisation, ce document-là. Et ce sont les élèves d'une classe en particulier qui ont mené le projet, ou c'est plusieurs collégiens. Il y a un travail avec les CM2 qui a été mené, mais réellement là, il a été fait avec les collégiens sur cet aspect-là. Et vous pouvez le retrouver sur les sites éducatifs Dijon, qui a un site dédié. Merci infiniment. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Franck Lehner, vous êtes adjoint au maire de Dijon, délégué à l'éducation, spécialisé sur les 3-11 ans, et la restauration bio et locale, bien évidemment. Merci beaucoup. On espère vous revoir très bientôt pour faire un nouveau point d'étape sur ce plan d'envergure qui est Génération Dijon, j'étais bien parti. Je me suis arrêté, je ne sais pas pourquoi. Génération Dijon, fais-toi confiance jusqu'au bout, ma chère Alix. À demain. Merci encore de votre fidélité. Merci à vous. Un nouveau numéro de School TV Le Mag dès demain. Merci encore. Ciao.